honneur. Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur Écran Large. Je suis Geoffrey, mais aujourd'hui on s'en fout parce qu'avec moi il y a Judith de la chaîne Demoiselle d'horreur. Salut Judith. Salut Geoffrey. Merci d'avoir accepté l'invitation. On t'a invité parce que Scream, donc évidence. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas, c'est quoi ton rapport à Scream? Connais-tu Scream? Aimes-tu Scream? Alors oui, je connais Scream. Scream, c'est une saga à laquelle je tiens beaucoup parce que je suis d'habitude pas très branchée saga parce que je trouve que les suites de films sont souvent ratées ou en tout cas essoufflent très très rapidement le potentiel d'un premier opus qui très souvent se suffit à lui-même et n'est pas pensé pour avoir des suites. Ce qui est le cas de Scream, mais dans Scream, je trouve qu'on a quand même une certaine qualité qui se maintient au fur et à mesure de la saga, en tout cas au moins jusqu'au troisième. Je trouve que le deuxième, voilà, même s'il n'est pas équivalent au premier, reste très bon. Le troisième a de très très bons éléments, même si je lui trouve aussi de gros défauts. Je trouve que c'est une trilogie qui se maintient très très bien. Bon, alors ça peut être un peu plus compliqué pour la suite, mais en tout cas voilà, c'est une saga que j'aime, que j'ai découvert très jeune. Je pense que j'étais pré-ado environ. C'est ma mère qui était fan de films d'horreur qui m'a beaucoup vendu le film en me disant qu'il était à la fois drôle, à la fois effrayant, à la fois léger, bon voilà. Et donc ce qui fait que quand j'étais jeune, j'ai été très marquée par la scène d'intro, donc que j'ai trouvé pas drôle du tout. Hein. Donc je me suis dit ah oui J'avoue non. que vendre Scream en disant que c'est léger, tu commences par ça. C'est voilà, je pense qu'elle avait peut-être un petit peu zappé le pouvoir de la première scène, je sais pas. C'était une expérience pour elle, on peut le dire, clairement. C'est ça, oui. Elle faisait des expériences sur mon éducation. Mais en tout cas, bon, voilà, le résultat est que j'adore les films d'horreur et que Scream est un peu un sommet, en tout cas en termes de slasher pour moi, clairement. Moi j'ai découvert Scream avec un ami du collège qui s'appelle Julien, donc dédicace pour toi. Scream 2 en premier que j'ai adoré, donc après j'ai fait toute la saga dans le désordre et j'ai adoré, mais je trouve comme toi que la trilogie, moi j'aime beaucoup Scream 2, j'aime beaucoup Scream 3 et limite le premier c'est celui que j'aime le moins, je trouve que la trilogie, oui. Je l'ai pas dit avant la vidéo, faut pas que tu me juges. J'arrête. Moi je trouve que la trilogie elle est assez parfaite dans le genre. Elle va de plus en plus loin, elle réfléchit tout le temps sur elle-même d'une manière assez malicieuse tout en ayant de l'empathie, de l'amour pour ses personnages. Et je trouve que le 4 est vraiment assez nul. Alors on sera amené à en reparler, il y a quelques petits trucs que je trouve bien, mais je trouve que le 4 vraiment il dénote, il est complètement à part. Donc ce matin quand on a été voir le nouveau Scream qui s'appelle, je ne sais pas pourquoi Scream au lieu de Scream 5, moi j'étais un petit peu sur mes gardes, je sais pas si toi tu l'étais aussi, en tout cas j'en attendais pas grand chose, j'étais un peu genre qu'est-ce qu'ils peuvent raconter, est-ce qu'ils vont vouloir essayer de refaire Scream 4, est-ce qu'ils vont vouloir aller encore plus loin, c'est des nouveaux réalisateurs, est-ce qu'ils vont révolutionner quelque chose ou encore une fois se foutre de notre gueule? Bah, moi j'étais un peu dans le même état d'esprit. Après j'essayais d'y penser le moins possible pour m'attendre au moins de choses possibles justement. Déni, oui. Voilà. Non mais pour pas être déçu ou pour avoir une bonne surprise. Après c'est vrai que sur les réalisateurs, moi j'avais un peu cette réflexion. Je me suis dit bon, le premier volet qui va pas être réalisé par Wes Craven, du coup est-ce qu'on va pouvoir se maintenir? Et en même temps comme tu le disais, le 4 est quand même nettement en deçà alors qu'il est aussi réalisé par Wes Craven. Ouais. Puis je me disais bon ces réalisateurs là, moi j'aime beaucoup Wedding Nightmare qu'ils avaient réalisé il y a quelques années. Donc voilà, je m'étais dit bah pourquoi pas. Au pire s'il y a des gens qui peuvent relancer la saga, ça peut bien être eux, pourquoi pas. Donc je m'attendais pas, j'évitais d'attendre quoi que ce soit en fait. Et globalement ça a plutôt marché parce que pour moi, pour le coup, ça a été plutôt une bonne surprise. Voilà, désolée. C'est là que nous ne sommes pas trop d'accord. Voilà, j'ai passé plutôt nul, mais voilà, donc moi j'ai quand même passé un bon moment. Après c'est vrai que je suis d'accord avec les défauts que tu vas évoquer, mais malgré tout, donc je trouve que c'est un film en fait qui prend un peu le contre-pied des défauts qui me dérangeaient le plus dans les derniers Scream, enfin, en tout cas notamment dans le 4. C'est-à-dire qu'on avait comment dire une vraie distance qui s'était mise entre le film et son sujet, alors pas au niveau méta dont on reparlera sûrement, mais notamment en termes de mise en scène, donc surtout le sujet des meurtres, parce que bon, c'est quand même une saga qui parle de meurtres, où on a un paquet de gens innombrables qui se fait assassiner, et le principe du slasher, voilà, c'est d'avoir des gens qui se font essentiellement assassinés à l'arme blanche, donc au couteau, avec des motivations plus ou moins psychologisantes derrière, enfin ce genre de choses. Débile, hein, disons-le. Voilà. Et en fait, dans les derniers Scream, je trouvais que le tueur était relativement peu présent à l'écran en tant qu'identité, en tant que Ghostface, vraiment très peu mis en scène, aussi bien que dans les premiers où c'était vraiment l'identité qui était, enfin l'entité qui était importante. Et notamment les meurtres étaient presque passé sous silence dans le sens où oui, on a vite fait l'éclat d'un couteau qui passe, une personne qui s'écroule, un mouvement de cap qui cache la scène, etc. Mais en fait, on a une sorte de désamour de la mise en scène des meurtres où vraiment on les enchaîne un peu à la pelle comme ça pour dire que oui, il y a des gens qui meurent, mais on ne se confronte pas réellement à la violence. Oui, c'est un peu le point final de coup de couteau dans le dos, dans le ventre, et c'est la fin de la scène. Et après, c'est plutôt comment il va s'échapper ou cut, on passe à la suivante. Voilà, donc c'est vraiment, on arrive à ça et après c'est la fin. Il n'y a pas d'horizon de douleur ou quoi que ce soit. Et en plus, ce genre de scène où d'habitude, en plus, les victimes sont des gens auxquels on tient de moins en moins. Oui.
Et donc là, le film, je trouve que l'aspect assez brillant qu'il a dans sa mise en scène des meurtres, c'est que là, pour le coup, on va vraiment revenir, je pense, aux racines de l'intérêt de ce genre de scène. C'est-à-dire qu'on va vraiment prendre un temps que je trouve très cruel à montrer le couteau qui traverse la chair, la douleur des personnages, le sang qui coule, où tout d'un coup, tout ça redevient très très organique, ça redevient très réel. Et là, moi, alors que donc j'ai l'habitude de voir des films d'horreur et de voir des tripes partout à Depuis que tu es l'écran, enfant, visiblement. voilà. Là, en fait, ces scènes, elles m'ont vraiment choquée, tu vois. Vraiment, j'ai eu l'impression de me sentir immergée dans ces scènes de meurtre où je me dis, oh, alors même cette blessure qui a l'air superficielle, dans n'importe quel autre film, ce serait vraiment qu'une égratignure. Et je me dis, ouf, c'est chaud quand même. On voit les personnages souffrir. Et pour moi, on est avec eux dans ces moments-là. Et les meurtres sont refilmés pour ce qu'ils sont. Et j'ai trouvé ça très intéressant. C'est vrai qu'on peut quand même signaler que ce film est interdit au moins de 16 ans en France, ce qui est quand même assez étonnant pour un film comme ça, puisque c'est se fermer la porte à tout un public qui serait un peu jeune, parce que Scream, c'est quand même pas ce qu'on considère comme le cinéma d'horreur ultime actuellement, j'imagine. Enfin, je ne suis plus très jeune, mais je pense que c'est pas associé à avoir une pure terreur. Donc, il y a sûrement plein de jeunes ados qui voudraient y aller, mais là, ils pourront pas y aller, et ça attire un autre public qui pourrait se dire, moins de 16 ans, promesse d'un truc violent. Je suis pas sûr qu'on puisse se dire que c'est un des trucs les plus violents qu'on a vu ces dernières années en termes de violence graphique, même s'il y a des scènes sur lesquelles la violence, on s'arrête dessus un moment. Et c'est vrai que c'est assez étonnant parce que plusieurs fois, je me suis fait la réflexion un peu comme toi, mais c'est toi qui l'as soulevé, j'avais pas réalisé à quel point on s'attardait, vraiment. Il y a des plans qui durent plusieurs secondes, parfois 10 secondes, sur une plaie, sur le couteau qui en a la chair. Je pense notamment à un plan d'une personne qui meurt, et c'est assez étonnant parce que c'est anti-spectaculaire, et pour autant, c'est extrêmement violent, parce qu'on le voit souffrir, on le voit peu à peu abandonner de « en fait, je peux plus lutter », et on se dit « c'est étonnant comme blessure », et donc il y a tout un tas de réflexions de « je suis confronté à la violence ». Et puis en plus, je pense que tu vois qu'il y a une sorte de contraste qui se fait avec le fait que justement, les Scream, c'est pas un film de torture porn, tu vois. Donc on s'attend pas à ce genre de plan dans ce genre de film. On est habitué à avoir une violence plus édulcorée, qui est plus là comme attraction que assumée comme réelle violence. Et donc voir ça tout d'un coup surgir dans ce film cette saga de films en tout cas qui est d'habitude un peu plus douce, en tout cas si on oublie la scène d'intro du premier, c'est très surprenant. Et surtout que voilà, comme ces scènes sont longues, en fait, on est habitué à voir ce genre de scène pour des personnages qui s'en tirent en fait. Ça dure parce qu'en fait la personne va trouver un moyen de s'en tirer, va réussir à arrêter la main, etc. Et en fait là non, il y a une lutte jusqu'à ce que le tueur prenne la suite et jusqu'à ce que le couteau rentre dans la chair, quoi. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment assez innovant, ou en tout cas ça réinvente bien le style. En tout cas, c'est vrai que de ce côté-là, il ne ressemble pas au précédent. Et alors, moi j'entends ce que tu dis, en même temps je sais que pendant que je voyais le film, je me disais pas que j'étais impressionné, je me disais, j'ai l'impression que c'est un peu comme s'il me mettait une lampe torche et me disait regarde, nous on est spécial parce qu'on fait ça. Et donc pour moi ça ne marchait pas parce que on a déjà filmé la violence plein de fois comme ça dans d'autres films, pas dans notre film mais dans d'autres films, et surtout il me manquait vraiment autre chose dans la mise en scène des meurtres, notamment je trouve que globalement c'est quand même pas ultra inventif. Il y a en fait tout ce que j'ai aimé dans les Scream jusqu'à avant, et même un petit peu dans Scream 4, qui pourtant pour moi est très raté, c'est qu'il y a toujours une sorte de virtuosité de la mise en scène, de la course-poursuite. Il y a toujours une scène au moins où je me dis, c'est étonnant, la manière dont le décor est utilisé, la manière dont le silence est utilisé, la manière dont quelqu'un se cache, dont il est surpris, dont le hors-champ est utilisé, dont la surprise, le jumpscare arrive. Là, il y a quasiment aucun moment où je me suis dit ça, et le petit truc qu'ils ont ajouté, c'est juste ça, ce que je trouve très cosmétique en fait. Ça n'a jamais réussi à me faire dire, il y a un propos, il y a un truc de mise en scène, il y a un regard nouveau. Je me suis juste dit, oui, c'est un peu comme s'il s'était dit, on a une seule carte à jouer, c'est le moins de 16 ans. Qui est un truc un petit peu devenu à la mode ces dernières années avec les Deadpool et tout ça sur d'autres circuits, mais ce côté, on est provoque, on est rebelle. Et là, c'est pas une effusion de sang, c'est pas ultra gore du tout, parce qu'on se souvient dans Scream 4, il y avait comme une scène derrière la fenêtre qui est vraiment dégueulasse quand tu arrives de l'autre côté. Il y a une version où quand même, tu vois ses boyaux, tu vois ses intestins, donc c'était pas léger non plus. Mais là, il y a un truc sur la durée qui n'avait pas été joué dans la précédente, mais pour autant, je me dis toujours, mais cette scène, globalement, elle est chiante, quoi. C'est en plein jour, c'est dans une maison, je l'ai vu 15 fois, ça n'a aucun sens, pourquoi le tueur il est là, pourquoi personne ne les voit, pourquoi personne n'entend dans la maison. Donc régulièrement, je me disais, ça ne suffit pas. Vous ne m'aurez pas. D'accord, ouais, non, je comprends. Ouais, pour moi, ça fonctionne parce que c'est vrai que je suis assez en recherche de films qui redonnent du sens justement au sang et au gore, parce que je trouve que c'est des motifs qui sont passionnants quand ils sont bien réutilisés, et que cette manière de les banaliser en fait leur enlève tout pouvoir. Donc là, c'est vrai que je suis spécialement sensible à cet aspect que j'aime beaucoup, qui redonne un peu ces lettres de noblesse, c'est ça que je cherche. Je dis lettres dorées, lettres de feu, lettres de noblesse au slasher. Donc je trouve ça intéressant. Mais ce que tu dis justement sur la scène dans la maison, où en fait moi je trouve qu'il y a quelques petites tentatives pour réinventer les jumpscares.
4 ou Scream 5 là? Non, Ouais, Scream 5, Scream 5. pardon. Parce que c'est une scène de Scream dans la maison, faut être plus précise. Oui, pardon. Non, mais la maison, justement, où ça se passe en plein jour, où on se demande pourquoi ce personnage réagit de cette manière, etc. Il y a une scène en particulier, mais c'est un exemple, mais ça vaut pour plusieurs scènes dans le film, où un personnage va fermer une porte et donc le personnage est filmé de dos et on s'attend au moment où il se retourne, tu sais, à ce que t'es le tueur qui surgisse d'un côté, enfin bon voilà, classique. Et en fait à ce moment-là, il y a juste un petit jeu sur le rythme où en fait au moment où le personnage se retourne et commence à marcher, on est tellement habitué à cette scène-là qu'on se dit c'est là que le tueur surgit s'il surgit. Et comme il surgit pas, on se dit ah bah non en fait. Et au moment où tu te relâches, c'est là, tu vois. Et là, j'ai vraiment sursauté parce qu'il y a ce mini-jeu sur le rythme, en fait, et il y a plein de petites choses comme ça dans le film que j'ai trouvé bien pensées. Mais c'est étonnant parce que cette scène, je pense qu'elle cristallise un peu tout ce qu'on pense de un peu différent. Peut-être. Parce que il joue cette fausse arrivée du tueur tellement de fois que ça devient quasiment une parodie. Il faut monter le son et la musique plusieurs fois, donc ça fait ça plusieurs fois. Donc en fait, la première fois, je me dis pas mal, deuxième fois, troisième fois, puis la quatrième, cinquième, le tueur arrive, et je dis, en fait, vous me faites chier. Ça fait 5 fois que vous jouez le coup du tueur, je sais qu'il va arriver, limite, ça aurait été plus malin que le tueur n'arrive jamais, ou que ce soit quelque chose d'autre, mais ils ont tellement conscience que c'est un code qui, il me semble, avait été explicitement donné, je crois, dans le 3 ou le 4. Quelqu'un dit oui quand la porte du frigo, une personne innocente derrière et tout ça. Ça joue tellement sur cette idée de mettre en scène une idée qui a été évoquée dans un dialogue dans un précédent film que je me dis, vous êtes pas malin en fait. Ou alors vous pensez tellement être malin que vous êtes comme un gamin qui dit regarde, 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 on est drôle. Donc si bien qu'à la fin, il n'y a pas d'effet. Et l'autre chose pour laquelle pour moi il n'y a pas d'effet, c'est que un autre problème du film qui rejoint celui du 4, c'est que je trouve qu'il n'y a pas d'empathie pour les nouveaux personnages. Il n'y a pas de... On sent que c'est de la chair à pâté, quoi, qui sont là pour être trucidés, que l'attachement est minime, et il n'y a même pas ce degré de, attention spoiler du 4, qui était un peu malin en se disant, la nouvelle génération, en fait, vraiment, elle ne sert à rien, on va toute la tuer. Et la seule qui survit, en plus, elle est folle, c'est la méchante, donc ne vous attachez à personne, et surtout pas la personne qui serait la descendance de Sidney, qui serait donc, a priori, la prochaine héroïne. C'était un peu un jeu, un twist sur, il n'y a pas de nouvelle génération, on ne fera jamais d'autres Sidney. Là, ils ne sont pas dans cette direction, ils vont pas refaire pareil. Donc il y a un peu l'illusion quand même qu'il y a des nouveaux personnages, et je trouve qu'à aucun moment on s'attache à eux, c'est encore des archétypes comme dans les précédents. Si bien que la plupart des meurtres, et certains sont vraiment gérés en 4ème vitesse, moi ça me provoque pas grand chose parce que j'ai pas d'attachement à eux, c'est un peu bête à dire, mais il faut un minimum d'empathie, sinon on se dit juste, bah crève connasse en fait. C'est ce qu'on se dit pas mal de fois comme dans ces films-là. Connard parfois, franchement. Donc je sais pas à quel point c'est inévitable de perdre cette notion d'empathie et de sympathie et de vraiment de sentimentalité pour les personnages, parce que à l'origine, je pense que si on compare la bande du premier Scream et la bande de Scream 4 ou Scream 5, c'est les mêmes archétypes. Donc on pourrait se dire que c'est juste OK Boomer, non, c'est juste que c'est un nouveau film. Mais le problème, c'est que dans les nouveaux, dans le 4 et le 5, il y a les anciens héros qui sont là aussi. Donc en fait, c'est impossible de croire en les nouveaux et de s'attacher aux nouveaux. C'est comme si eux-mêmes n'y croyaient pas, les scénaristes et les réalisateurs. Et je trouve que dans ces scènes de meurtre qui sont déjà pas super inventives, le fait que je m'en foute un peu des personnages, évidemment, ça fait vraiment automatisme. En fait, c'est comme la manageuse de Sidney dans le 4 qui meurt dans le parking, qui est une scène insipide au possible, qui en plus, je crois, a été améliorée en reshoot tellement elle était sûrement à chier au départ. Elle a été améliorée aussi. Franchement, le personnage est antipathique au possible, la mise en scène est basique, et le seul levier qu'ils ont, c'est de repousser un peu d'où le tueur va surgir, mais c'est à droite ou à gauche, ou enfin voilà. Et dans le 5, je trouve que c'est régulièrement ça qui me dérange. Je m'en fous du personnage, la mise en scène n'est pas spécialement inventive. Donc, so what, quoi. Next. Mais en fait, ce que tu dis, oui, c'est un peu le fait que là, je trouve que le casting est très mal équilibré entre le fait qu'ils n'arrivent pas à prendre parti, entre est-ce qu'on veut continuer de faire vivre les anciens personnages ou est-ce qu'on veut instaurer toute une galerie de nouveaux personnages qui potentiellement serviront pour une potentielle suite. Et en fait, du coup, là, ils essaient un peu de partager le temps d'écran entre les deux et du coup, en fait, ni le premier casting ni le nouveau casting n'est suffisamment développé. Donc, effectivement, on a l'impression que l'ancien casting revient un peu pour pas grand chose et que le nouveau casting n'a pas suffisamment de place pour se développer, pour devenir intéressant, pour avoir du charisme, développer des enjeux réels. Donc du coup oui, c'est frustrant et en fait je pense que ça vient un peu de cet automatisme qu'a la saga Scream à vouloir faire de ses héros une bande d'adolescents, ce qui était justifié dans le premier et dans le deuxième, parce que donc on partait d'une bande d'adolescents, on avait leur quotidien au lycée, dans les cours, sur le campus, etc. Et que maintenant, en fait, là, on est dans un film dont aucune scène ne se passe ni dans un lycée, ni dans un campus, ni dans
aucun milieu qui concerne les étudiants, et pourtant ils viennent quand même nous rajouter une bande d'ados, alors qu'en fait on est dans un milieu de vie tout à fait d'âge mûr, on va dire, et qu'en fait les personnages originaux à l'âge qu'ils ont actuellement auraient très bien suffi, et que du coup on comprend pas pourquoi venir nous plaquer une bande d'ados comme si c'était le passage obligé. Et là on peut en arriver à un point sur la manière dont il se place par rapport au cinéma d'horreur aujourd'hui, notamment les véhicules de horreur et des films de genre, il y a Hérédité, Babadook qui sont cités. Alors je sais que toi c'est un truc qui t'a plutôt excité, tu t'es dit que c'était un truc assez malin du film. Oui, parce qu'en fait, le dernier film, donc le 4, lui, essayait de reprendre un côté méta de manière actualisée, où en fait, le recul qu'on prenait par rapport au film, c'était à travers les réseaux sociaux et le désir d'être connu, en fait, via les nouveaux médias, on va dire, ce genre de choses. Voilà, le concept était malheureusement pas poussé jusqu'au bout, mais en tout cas, c'était l'idée. Et donc là, je m'attendais à ce que le 5 reparte un petit peu dans ce chemin-là et parle un peu du gap générationnel, donc, qui finalement est complètement zappé. Mais du coup, en fait, non, le principe, c'est de revenir à une réflexion sur le genre de l'horreur, donc ça, c'est ce que j'ai aimé, et effectivement d'observer qu'aujourd'hui, la mode, c'est plus tellement les slashers, c'est pas ça qui fait autorité, on va dire, dans le genre de l'horreur en ce moment, et c'est ce qu'on appelle, de manière plus ou moins abusive, la elevated horror. Et je trouve ça intéressant du coup que les nouveaux fans de films de genre dans ce Scream-là, ce soient des fans de elevated horror, et en fait de se dire, ok, alors aujourd'hui, j'ai conscience que c'est ça le genre qui fait autorité dans l'horreur, mais Scream, je reste un slasher qui joue sur la nostalgie, donc je ne vais pas du tout en tenir compte, et moi, je vais rester bien un slasher tel que je suis, et donc, comme je le disais au départ, redonner leur lettre de noblesse au meurtre et réétudier le gore tel qu'il devait l'être au départ. Et du coup, ça, effectivement, je trouve ça intéressant et pertinent comme discours, même si je trouve que ça aurait peut-être pu être mieux exposé dans le film. Mais en tout cas, sur le fond, je trouve ça intéressant. C'est vrai que les véhicules d'horreur, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est concrètement, c'est des films comme The Witch, It Follows, c'est des trucs que plein de gens vont aller voir en disant que c'est un film d'horreur pour dire « mais j'ai pas eu peur ». Parce qu'en fait, non mais c'est vrai, franchement, on le voit beaucoup sur l'écran large parce qu'il y a ce côté, ça ne joue pas forcément sur les jumpscares, ça joue sur un côté un peu film d'auteur, un peu cérébral, ce qui peut être un point positif comme négatif, donc c'est même pas un jugement de valeur là-dessus, mais c'est des films qui se placent un peu, qui font un pas de côté par rapport à ça. Ça va pas être de l'horreur pure, du slasher ou du gore, c'est pas Hostel et tout ça, c'est plutôt ce que plein de gens vont considérer comme du film d'horreur, cinéma d'auteur. Et ce qui est assez malin, c'est qu'effectivement, dès le début du film, c'est dit par les personnages que ça, c'est un genre de film d'horreur qui maintenant fait preuve d'autorité, figure d'autorité, et plusieurs fois dans le film, il y a des gens qui même vont répéter qu'ils préfèrent ça, ou que c'est pas aussi bien que ça, et tout. Donc ça, c'est effectivement l'idée malicieuse qu'ils ont ajoutée dans celui-là pour se mettre dans le contexte. Mais le problème pour moi, c'est que ça n'est jamais traité en termes de mise en scène ou d'horreur, il n'y a aucune scène de meurtre qui... Alors, à part le truc du traitement de la violence, que j'entends le côté... On réexploite plus encore le filon du slasher en montrant plus la douleur, le sang. Mais ce que j'aurais attendu, c'est plutôt soit se moquer, soit apporter vraiment... En fait, je trouve ça étonnant de cantonner ça au dialogue. Parce qu'en fait, on retire ces dialogues, je trouve que le film n'en parle pas. Et donc je trouve que c'est facile, c'est vraiment un esprit de sale gosse, faux petit malin, qui va faire dire, en tant que scénariste, les choses aux personnages, pour mentionner ces films et dire on a conscience que ça existe, hein, mais on va pas faire ça. Le problème, c'est que ça ne se traduit jamais en termes de mise en scène ou d'imagerie ou de quoi que ce soit. Il n'y a aucun moment où je me dis c'est marrant, cette scène-là, en fait, elle existe en contre-pied à ce qu'on dit elevated horror, parce qu'ils savent que ça existe, soit pour s'en moquer, soit pour faire pareil et pour couper l'herbe sous le pied au dernier moment. Je me dis juste, en fait, c'est vraiment la note d'intention qui est gerbée par des personnages régulièrement, notamment au début et surtout à la fin, où je me dis, mais arrêtez quoi, sérieux, mon Dieu, ces personnages, personne ne parle comme ça. Et à ce stade-là, c'est juste ridicule qu'elles disent ça ou qu'ils disent ça. En fait, le problème, c'est que là, on dépasse vraiment le clin d'œil et en fait, ça passe le spectateur passe son temps à être sorti du film du fait qu'on lui adresse la parole de manière beaucoup trop évidente. Ah ouais. Ouais, et puis cette espèce d'aveu un peu fier de... on sait qu'on fait ça à un but commercial et que c'est très cynique, mais comme on le fait dire par des personnages et qu'ils le mettent eux aussi en scène et qu'on parle du fait que c'est cynique et du coup, on est plus cynique, ça veut dire qu'on est bien et le film est bien? Bah non en fait. Ça veut dire que t'as conscience de faire de la merde en gros, mais c'est pas pour autant que c'est moins de la merde. Et j'ai vraiment eu ça comme grande impression dans la dernière ligne droite, je me suis dit, c'est pas parce que tu me tends le micro de la nostalgie que je vais te dire bravo, tu vois. Et vraiment, dans la dernière ligne droite, il y a beaucoup de ce qu'on peut appeler maintenant très vulgairement le fanservice, mais jamais avec un degré malin. Tu vois, si je compare à Scream 3, qui encore une fois est mal aimé, dans Scream 3, elle se retrouve dans le décor de sa maison et rejoue le truc de la porte mythique du premier, se retrouve face à quasiment littéralement un fantôme, mais c'est un faux décor, elle ouvre une porte, derrière c'est vide.
Et en Oui. fait, c'est un aveu de... On est dans un circuit qui tourne à vide, c'est vraiment le miroir aux alouettes. Mm. Mais c'est intégré visuellement, c'est la mécanique de la mise en scène de la poursuite. Le décor est faux, c'est dans un studio de cinéma. À la fin, quelqu'un arrive, appuie sur les projecteurs et l'équipe arrive comme si c'était l'équipe du film. Et tu passes à côté de la table régie, elle jette la table régie sur le Ghostface. Mais là, c'est jamais ça. Et pourtant, c'est quasiment la même idée. Mais on nous fait croire que c'est comme la première fois, que c'est pas un studio et que tout ça, c'est pas fake et que les trucs sont connectés. Et on se dit, mais je vois l'esbrouf en fait. Pourquoi c'est pas bien camouflé? C'est ça qui m'a gêné. Je veux bien croire que ce soit de l'esbrouf à ce stade-là, mais à aucun moment je me dis qu'ils essayent de me faire croire vraiment. Mais c'est vraiment la marque, je pense, tu vois, du fait que les premiers films étaient malgré tout pensés. Alors certes, il y avait sûrement un désir de faire de l'argent derrière, mais la démarche première était quand même artistique. Il y avait quand même une réflexion derrière, et c'est bien la preuve. Tu vois, c'est comme ce que tu disais sur le décor, le fait qu'on revienne à Woodsboro et qu'on n'en bouge plus maintenant. C'est bien la preuve que derrière, il n'y a qu'une logique de fanservice et de nostalgie et que commercial, quoi. Et c'est quasiment, il y a une scène où des personnages disent on va faire ce qu'on fait jamais, on va se barrer de Woodsboro et on se dit ah bah enfin des gens malins, où est-ce que ça pourrait aller? 2 minutes après, ils trouvent un prétexte complètement bidon pour aller là où sur faut les pas aller, rails, ouais. exact, du climax basique d'un Scream qui pourrait être bien, mais c'est absolument absurde. En fait, régulièrement, je trouve qu'il y a des personnages qui font preuve d'intelligence. On se dit bah oui, à ce stade-là, vous avez vécu des Screams et vous êtes des gens qui ont vu des films d'horreur, donc vous savez qu'il faut faire ça. Et juste après, ils font le contraire opposé, la décision la plus débile pour quelqu'un dans un film d'horreur, que même dans le premier Scream, était déjà commentée en tant que décision débile. Oui. Et donc régulièrement, je me dis, qu'est-ce que je fais de ça en fait? Et c'est gagnant sur aucun des tableaux, et donc j'arrive à la fin du film en me disant, je sais que c'est très facile de dire ça, mais ce film ne sert à rien. Et il sert encore moins peut-être que le quatrième, qui à la limite avait quelque chose d'intelligent, je trouve, enfin de malin en théorie. Sur le twist de Jill, qui était censée être la descendance, qui se révélait être méchante, et de ce truc de nouvelle génération que tu disais, qui en fait est rayé de la carte à la fin. Dans le 5, il n'y a rien d'aussi malicieux là-dessus. Et ils font appel à, on ne va pas le dire, mais la manière de justifier les justifications de Ghostface et de pourquoi rattacher les wagons et tout. En fait, pour faire simple, je veux dire que le demi-frère de Sidney dans Scream 3, à côté, c'est du grand art. Franchement. Franchement, là, vraiment, il y a des trucs. Et en plus, c'est balancé assez vite dans le film, donc c'est même pas un twist de fin. C'est assez étonnant d'ailleurs quand ça arrivait. Je me suis dit, ok, cette carte est jouée dès le début, ok, vous donnez votre jeu. C'est pas un bon jeu, mais au moins, vous avez l'audace de le donner directement. Mais j'ai pas aimé, quoi. Ouais, mais alors tu vois, pourtant, je vais reparler, je vais ramener un petit peu de points positifs parce que c'est vrai que j'ai abondé dans ton sens des points négatifs, parce que je le pense, mais j'avais aussi envie quand même de reparler de plein de petites choses que je trouve malignes dans le film, et notamment un truc qui compte beaucoup dans les Screams et donc qui est bien réutilisé dans celui-là, c'est la musique, parce que c'est vrai que la musique est très présente et comme on le disait un peu, les personnages ont des thèmes qui sont rattachés à eux, qui sont auxquels on tient maintenant et qui sont très efficaces, et donc là en fait il y a des morceaux emblématiques de la saga Scream qui avaient été complètement oubliés dans le 4, qui sont ramenés dans celui-là, et on a notamment la chanson, donc, si j'ai bien retenu, de Nick Cave and the Bad Seeds, qui s'appelle Right Red Hand. On va faire comme si tu l'avais pas regardé il y a un quart d'heure sur ton portable. Je suis même pas sûre d'avoir dit dans le bon ordre. Je ne suis même pas sûre d'avoir dit le titre. On mettra un écriteau là, si jamais tu t'es D'accord, trompé. merci. Et en fait, ces morceaux sont réutilisés dans des scènes où on les attend pas, qui sont des scènes très différentes des scènes dans lesquelles ils ont été utilisés dans les précédents. Donc, notamment cette chanson, elle est utilisée dans le premier, dans le 2, et peut-être bien dans le 3 aussi. C'est toujours lors d'establishing shots des élèves qui s'apprêtent à rentrer dans leur cours au lycée. On a un plan d'extérieur, voilà, le lycée, les gens sur la pelouse, etc. Et là, on l'utilise dans une scène radicalement différente. Donc à la fois, ça nous conforte en mode genre « Ah, je regarde un Scream, je retrouve ma petite chanson de Scream et tout », et en même temps, on a l'impression de vraiment redécouvrir cette chanson et la scène dans laquelle elle intervient, parce qu'on n'a pas du tout l'habitude de les voir ensemble. En plus, si je dis pas de conneries, elle a un tradigétique, elle passe à la radio d'un truc, donc le personnage l'entend, en tout cas c'est l'effet, non, par rapport à la voiture. Ah, je suis pas sûre. Ah ouais Est-ce qu'elle passe... Ah. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai perçu. Écoute, va j'ai falloir voulu améliorer qu'on la revoie scène, le je me suis film. dit que c'était marrant que ce soit un morceau qui soit à la radio, que quelqu'un écoute. Peut-être. Ah, je sais plus. On n'est pas sûr. Ouais, il va falloir que tu le revoies, je pense. Non. Tu reverras, tu me diras si c'est ça. Voilà, c'est ça. Mais je suis d'accord effectivement que les thèmes ils sont super bien, et je sais qu'on aime tous les deux aussi le thème de Dewey qui a Voilà. repris donc celui de Broken Arrow de Hans Zimmer. Hans Zimmer, C'est ouais. ça. Et qui étonnamment revient, alors qu'effectivement il n'était pas dans le 4, et pourtant c'est quand même un truc important. S'il y a bien du fanservice à faire, c'est me caresser dans le sens du poil avec les thèmes. En plus, c'est si facile de susciter ouais. l'émotion chez le spectateur. Clairement. Ouais.
Et le thème de Sydney qui revient à la fin aussi, il y a des moments plus classiques, mais effectivement, je peux lui donner que sa BO n'est pas si horrible, si tu veux. Oui, non mais voilà. Et il y a un autre truc un petit peu malin dans ce style, même si c'est pas au niveau du son ou de la musique, c'est que donc tu parlais d'un décor mythique que je vais pas spoiler, mais qu'on retrouve dans la dernière partie du film. Et en fait, ce décor, au départ, il nous est présenté de manière morcelée, on va dire, dans la mise en scène. On ne sait pas, si je me trompe pas, on ne sait pas qu'on s'y trouve. Et en fait, selon les axes de caméra, etc., on a l'impression de reconnaître plus ou moins l'endroit, mais les meubles ont changé, la mise en scène ne le montre pas de la même manière. On se dit, est-ce qu'on serait pas dans tel endroit? En tout cas, ça m'y fait penser. En tout cas, c'est dans l'arrière de notre tête comme ça, sans que ce soit au premier plan. Et en fait, quand enfin c'est révélé avec une sorte de dézoom, aussi bien en termes d'histoire qu'en termes de mise en scène, on se dit, ah oui, effectivement, on est dans ce lieu. Et en fait, la sensation qu'on éprouve de se dire, d'avoir cette confirmation, alors que jusque-là, il y a notre intuition qui nous disait qu'on était là, j'ai trouvé ça quand même très habile. Et tu vois, un peu comme la musique, ça nous rapporte de la nostalgie, mais dans le bon sens cette fois-ci. Donc ça, tu vois, c'est plein de choses que j'ai trouvé très malines disséminées au fur et à mesure. Mais ça, j'aime bien l'idée aussi, et il y a un truc qui m'a gêné, je saurais pas dire si c'est... Je pense que c'est en termes de montage. Parce que ce qui marche bien, c'est que comme toi, j'ai eu la sensation que c'était un peu là, mais pas là. Et surtout, j'avais pas le temps de me poser la question parce qu'il se passe plein de trucs, plein de gens parlent tout le temps. Et donc, je reconnais, mon inconscient reconnaît tel truc, mais je me suis pas dit, évidemment, ou peut-être que... Et en revanche, quand le truc saute aux yeux après, il y a des personnages qui le disent, et après, il y a le plan spectaculaire pour te montrer la chose. Et je me dis, est-ce que ça n'a pas été plus malin de me laisser, moi, comprendre le truc, peut-être même jouer sur un suspense de la caméra recule me montre, le personnage n'en a pas conscience ou le découvre après moi. Là, je trouve que c'est un peu fait d'une manière... j'ai l'impression que je suis un peu passé à côté de l'effet hyper cinématographique de waouh, en fait c'est là. Oui. J'ai l'impression que c'est un peu arrivé dans le mauvais sens. Moi, je trouve que la fin de Sydney dans le troisième, elle était parfaite. J'avais pas besoin de la voir revenir pour le 4. Et malheureusement, à chaque fois qu'il la font revenir, c'est pour abîmer encore plus l'héritage. Alors pas dans le sens, ils ont bafoué mon enfance. Juste, l'arc était joli. Et je trouve ça dommage de réouvrir les choses pour leur donner des fins qui sont moins satisfaisantes et qui sont même plus des fins, puisque personne ne considère la fin de Scream 4 et Scream 5 comme des fins pour qui que ce soit. On dira pas pourquoi, mais on sent qu'ils veulent pas clore les choses. Alors que la trilogie Scream, au moins, il y avait quand même le sentiment que ouais, c'est fini. Et tout le monde s'est dit, c'est fini, enterré, quoi. Mais d'ailleurs, c'est, je sais plus, oui, c'est dans le 3, je crois, même justement, il commente le fait d'être en train de faire une trilogie. Il parle du fait que ce sera juste une trilogie dans le 3. Mais tu vois, ce que je disais par rapport au personnage de Sydney, c'est qu'en fait, depuis le premier, en tout cas c'est vrai pour la trilogie, l'intérêt du personnage, c'est que c'est justement un personnage qui, alors qu'elle se prend plein de merde dans la gueule et qu'il y a ce tueur qui est sans cesse après elle et qui essaie de contrecarrer son destin, elle va sans cesse reprendre les rênes du récit. Et donc ça, c'est fait au premier degré comme au degré méta, etc. Et elle va, c'est ça aussi que c'est en ça qu'elle est un personnage très novateur, je trouve, et très intéressant en tant que personnage féminin. C'est qu'elle reprend les rênes, c'est qu'en fait, elle va reprendre le dessus à chaque fois, même si on a cette entité de tueur qui est très charismatique, très emblématique avec son masque, elle va sans cesse reprendre le dessus et c'est la gentille, on va dire, qui non finalement va rester plus emblématique que le tueur et que finalement c'est pas au meurtrier qu'on va laisser le beau rôle. Et en ça je trouverais ça contre-productif et anti-screamesque, on va dire, sur les propos des premiers films, de faire perdurer la saga avec l'entité du tueur plutôt qu'avec celle de Sydney. Non mais c'est sûr, en plus d'ailleurs c'est un des dialogues du film, c'est que dans un Halloween ou dans Vendredi 13, il y a un tueur emblématique qui a une identité et pas juste un costume. Là c'est tout le monde et personne, ce qui est un peu la faiblesse. Effectivement, comme tu le dis, pour rejoindre un truc que tu disais plus tôt, en fait la logique de cette saga pour qu'elle continue, ce serait d'assumer que les personnages ils ont 40, 50 ou 60 ans, plutôt que de constamment essayer de revenir. Peut-être qu'un vrai bon Scream, ce serait comme un Halloween, aujourd'hui, peu importe ce qu'on pense des derniers, et je sais que toi et moi on les trouve assez bof, voire assez nuls, mais ils jouent la carte de... Laurie, en fait, elle a 50 ans. Elle a une fille et elle a une petite fille. C'est ça, cette histoire. Elle n'est pas au milieu d'une bande d'ados. Alors, il y a des ados de merde qui servent à rien au milieu, mais comme le cœur, ça reste eux du début à la fin. Et ils assument. Et ils ont fait vraiment évoluer Laurie Strode et on peut se dire qu'elle a un arc intéressant. Alors, ils ont dû foutre à la poubelle 45 suites pour y arriver, mais au moins, ils y vont à fond. Et là, franchement, à quel point Sydney évolue entre le 4 et le 5 ? Bah ouais, non, mais c'est parce qu'elle est figée dans cette espèce d'emblème nostalgique de voilà, maintenant c'est Sydney. Un peu de sauveuse, de pure, de voilà. Bref, en tout cas, moi globalement, voilà, je trouve que c'est quand même un film qui vaut le coup. J'ai passé un bon moment et il y a plein de choses intéressantes, mais je suis aussi d'accord avec tous les problèmes que tu soulèves. Tu le classerais comment, toi, dans les 5 Scream ? Alors, je pense que je le mets entre le 3 et le 4, donc c'est-à-dire en avant-dernier. Ok. Voilà. On le mettra en dernier, mais du coup, c'est pas très long. Peut-être on passe à la partie avec spoiler, qu'on fera avec peu de spoilers. Donc, attention, spoiler. On n'a pas le droit de dire de vrais spoilers, sinon on va se faire égorger. Donc, on va
pas donner le nom de Ghostface, on va pas dire ce qui se passe, on va juste parler symboliquement de deux choses. Donc la première c'est identité de Ghostface et la première c'est le sort réservé à un personnage assez emblématique. On peut parler d'abord du sort réservé à un personnage emblématique. Est-ce que tu as pensé que c'était une bonne idée? On va pas dire de qui il s'agit ni dans quelle mesure, mais... Alors je pense que c'était une bonne idée, je pense aussi que c'était un petit peu inévitable. Alors même si, bon voilà, comme c'est un personnage emblématique, ça m'a un peu brisé le cœur et en même temps je suis d'accord pour dire que c'était la chose à faire, je pense, de montrer que finalement, après le 4 où les personnages emblématiques étaient inatteignables, on a encore essayé de nous faire croire une énième fois qu'ils mouraient et qu'en fait non, enfin bon voilà... Ouais, faut arrêter cette carte. Hein, voilà, ça n'avait plus d'impact, ça n'avait plus d'enjeu, on n'était plus impliqués émotionnellement. Là, ils osent le faire. C'est pareil, comme on le disait au départ, la scène prend son temps. On se dit, mon Dieu, mais est-ce que cette personne va vraiment mourir? Oui, j'ai bien l'impression que oui. Oh mon Dieu, oui, effectivement, c'est trop triste. Et en fait, moi, ça a très bien marché sur moi parce que la scène est longue et cruelle. Et il y a juste l'intro de cette scène que je trouve lourde parce que on croit pas encore une fois à la réaction de ce personnage et on se dit mais c'est pas vrai que il ou elle va encore faire cette connerie, c'est pas possible. Donc ça c'est dommage. Mais après la scène en elle-même je la trouve vraiment belle parce qu'elle a une vraie beauté tragique parce qu'en fait la mort survient à cause d'un élément qui va détourner le personnage de son action, qui aurait pu le ou la sauver. Et en fait cet élément c'est un élément qui fait appel à un aspect romantique du film et c'est un aspect qui n'est dévoilé qu'au spectateur, dont aucun des personnages n'aura conscience plus tard. L'autre personnage en fait n'aura pas conscience d'avoir influé sur le sort de la personne qui meurt et je trouve ça très beau, très tragique et justement tu vois c'est là ce que je disais sur le fait que je suis pas spécialement fan de gore mais que j'aime quand le gore et le sang sont bien réemployés. C'est que là à ce moment-là ça déchire vraiment le cœur si j'ose le dire d'avoir en fait ce déchaînement de cruauté et de sang par rapport à ce personnage, à cette situation très tragique, très triste. Là, ça prend tout son sens et moi, ça m'a fait beaucoup d'effet. Donc ça, j'ai trouvé que c'était un grand moment du film. Je suis d'accord sur le fait que moi, j'avais envie que quelqu'un y passe. Je m'étais dit ça dans le 4, en fait. Je me disais, quitte à les ramener, ça ne peut que se justifier par la mort de quelqu'un. Et pour faire un petit comparatif, à la fin de Halloween Kills, le fait que, attention spoiler, que la fille de Laurie soit tuée, alors je trouve que c'est écrit, filmé n'importe comment, mais j'aime bien symboliquement qu'il y ait un enjeu qui monte. Il y a tellement de gens qui meurent que tuer quelqu'un qui compte pour le ou les personnages, c'est vraiment fondateur, ça peut vraiment lancer un cycle de violence, ça peut les... Voilà, c'est un enjeu évidemment basique mais fort. Là, j'ai rien contre l'idée, mais je suis un peu mitigé parce que j'ai l'impression qu'elle arrive peut-être un peu tard ou un peu tôt. En fait, j'ai l'impression qu'elle arrive à un moment du film où je me suis dit, est-ce que ça aurait pas été plus fort à la scène où je pensais que ça allait arriver? J'ai l'impression que c'est un peu utilisé en Joker de il fallait qu'on y passe et on avait besoin de ça pour que tous les éléments à côté s'alignent. Du coup, je trouve que c'est un petit peu facile de ce côté-là d'un point de vue dramaturgie. Après la scène, j'ai aussi été gêné par toi, comme par toi, non pas par toi, comme toi par... On n'était même pas assis à côté, à quel moment je t'ai dérangé? J'ai été gêné par le début en fait. La manière dont tout s'imbrique et ça n'a aucun sens. Et c'est vrai que juste avant qu'il y ait un geste qui mène à ça, on se dit, sérieusement, pourquoi tu n'as pas fait ça et pourquoi tu fais ça? Je trouve que c'est un peu dommage parce que ça me semble pas compliqué d'un point de vue extérieur de la réarranger pour que cette personne ait l'air moins débile. Et après, l'effet il marche bien et effectivement la cruauté est plutôt bien sentie parce que dans ce film-là on la sent beaucoup et sur cette personne particulièrement ça fait encore plus mal, surtout vu tout ce qui est arrivé à cette personne dans la saga avant. Donc je dirais pas que ça... Tu vois, c'est bizarre, j'ai l'impression que ça va pas me marquer plus que ça, alors que pourtant ça devrait en théorie. D'accord. Et tu te dis que j'ai pas de T'es cœur. vraiment sans cœur, exactement ce que j'allais dire. Tout le monde commence à le savoir, donc écoute, c'est juste la confirmation, voilà. Enchanté Geoffrey. Et ça donne quand même une ou deux images un peu fortes sur la manière dont c'est filmé, dont le truc est un peu installé, confirmé à la fin. Mais j'ai un peu eu le sentiment que ça aurait pu être plus long, arriver plus tôt, je sais pas, en fait c'est comme le truc de la découverte de ce décor à la fin. Je me dis, est-ce qu'ils ont tiré le meilleur profit de cette idée? Je me dis, est-ce que ça aurait pas pu être surpuissant au début du film, gardé pour la fin, à un moment où on pense que tout le monde... Je sais pas, tu vois, j'ai pas la conviction, je ne sais pas, mais je me suis demandé, le fait que je m'interroge là-dessus me fait dire que du coup je suis pas entièrement satisfait par ça. D'accord, non mais c'est intéressant, j'avais pas spécialement réfléchi au placement de cette séquence dans le film. C'est vrai, mais effectivement comme tu disais, moi je trouve que tout ce qui s'articule autour de cette scène est plutôt mauvais et que c'est vraiment la scène en elle-même, voilà ce petit segment que je trouve vraiment super bien.
surtout qu'en plus je trouve qu'il réincarne un peu pour le coup Ghostface et le couteau, tu vois, je trouve aussi que c'est une des qualités du film, c'est de vraiment avoir des plans comme dans le premier qui s'attardent sur le couteau ensanglanté où on a une personnification du couteau qui de nouveau veut dire quelque chose et qui est pas juste un outil comme ça qu'on voit passer à l'écran au pif, et que voilà, le masque et la cape et la silhouette de Ghostface reprennent une importance. Donc pour ça, cette séquence, je la trouve nickel, mais par contre, je suis d'accord pour dire que tout ce qu'il y a autour, c'est dommage. Ouais. C'est bon. Ce qui résume bien le film. Un édifice qui tient bien debout. L'identité de Scottface. De Ghostface. Qu'en as-tu pensé? Alors, bon courage pour en parler sans dire qui c'est, voilà. je trouve que Nancy, moi globalement, ce que je trouve dommage en fait, c'est que j'ai pas deviné qui c'était à l'avance. Mais qu'en fait le film nous prépare tellement, nous fait douter de tout le monde en fait. On est tout le monde toujours tellement en train de se dire ah c'est peut-être telle personne, peut-être telle personne, peut-être telle personne. Il faut aussi se méfier d'un tel ou d'une telle. À tel point que les personnages le disent. Oui. Tous les personnages sont visés par un autre personnage qui dit à un moment c'est toi non. Littéralement dans le film. Donc effectivement, c'est hallucinant. En fait, c'est pas qu'on soupçonne personne, mais c'est qu'on soupçonne tout le monde. Donc une fois que l'identité est révélée, on se dit ah bah oui, mais comme on se serait dit la même chose de ça pour n'importe qui. Donc ça n'a pas beaucoup d'impact, c'est un peu dommage. Non, je suis d'accord. C'est vrai que j'avais pas fait gaffe à ça avant qu'on en parle et je pense que c'est en grande partie dû à ça parce qu'à aucun moment dans la saga ça a été joué à ce point-là, le coup de qui est le suspect, à quel point c'est méta dans un film, tout le monde l'est. Dans le premier, ça l'était, mais sur peu de monde, et c'était assez réduit et logique, mais genre Tatum n'était jamais décidé, non, je crois pas. Il parlait du fait que ça pouvait pas être une femme. Il disait que c'était sexiste. Mais là, c'est un peu le jeu qu'il y a sur l'affiche, qui est vraiment ultra étalé et jeté à la face des gens. Le tueur est sur cette affiche, oui, d'accord, mais il a été sur des précédentes, et de toute façon, la gueule de Ghostface est sur l'affiche, donc à la limite, il pourrait ne pas être dessus, et il serait quand même dessus. Et je me dis, en fait, surtout, moi, j'ai jamais aimé Scream pour l'identité du ou des tueurs. J'ai toujours trouvé que c'était l'élément le plus paresseux, le moins intéressant. Et j'ai jamais, quand j'en parle à des gens qui me disent « Ouais, mais quand même, la fin de tel Scream... » Genre, j'aime beaucoup Scream 3, encore une fois, mais quand on me dit comme argument que l'identité du tueur est nulle, je dis « Ah, mais je suis d'accord. C'est pas du tout pour ça que j'aime le film. Je l'aime malgré ça. » Donc, le 4 aussi, enfin vraiment tous les Screams. Même le premier, hein, j'aime bien le premier, mais je trouve que l'identité des tueurs, elle a du sens, mais c'est clairement pas le truc que je préfère. C'est la scène la plus laborieuse, la révélation, etc. Ouais. Parce que c'est casse-gueule d'écrire le moment où les gens vont justifier au lieu de tuer, c'est comme le méchant de James Bond, tu dis mais fais tout péter, on s'en fout qu'il sache, il va mourir, de toute façon il a pas besoin de savoir pourquoi t'as fait ça quoi. C'est toujours à base de psychologie de comptoir en plus, c'est... Ouais. Donc de ce côté-là, le 5, j'attendais pas grand-chose, je repose pas du tout, pour moi Scream ne repose pas là-dessus, donc je peux ni être déçu ni surpris, enfin le jeu de je le savais, je savais pas, en plus particulièrement comme tu dis dans celui-là, c'est vraiment pas le truc le plus malin. Donc à la fin, quand le truc est révélé, je me dis juste ouais c'est laborieux comme les autres, et surtout j'ai l'impression qu'on rejoue toujours le même circuit de justifications qui se répondent les unes aux autres, qui sont toujours dans le même, vraiment dans le même état d'esprit. Alors que je me dis, à ce stade-là, ça aurait peut-être été malin d'avoir une justification qui est complètement à côté. D'un truc, peut-être pas de justification, d'un truc qui est, on a conscience qu'on passe en 5e. Du coup, rejouer ces cartes-là, non. En fait, clairement, c'est des cartes qui ont déjà été jouées dans la saga de manière plus ou moins claire et explicite. Donc je me suis pas dit... En fait, si la surprise, c'est « Ah, j'avais misé un copec sur cette personne, mais quand même sur tout le monde, et « Ah, c'est celle-là. Ah, j'ai hésité entre 4 justifications. » C'est quasiment ça, en fait, à la fin. Oui. Donc, en fait... Vraiment, je pense pas qu'il supporte un grand revisionnage, ce film-là, par rapport à la révélation Ghostface. Oui, mais surtout qu'en plus, là, c'est pareil, les motivations sont... Enfin, c'est pareil, sans les dévoiler, elles sont faibles, quoi. Elles sont faibles, elles sont rabâchées, clairement, sentiment de redite de... Mais c'est ça, sérieux Donc, déception à ce niveau-là, pour moi en tout cas. Pour le coup, le reste du film me faisait espérer quelque chose de mieux à la fin, et bon, voilà. Alors si je peux raconter, juste moi j'ai eu l'impression qu'il y avait une fausse scène d'intro. Enfin, la scène d'intro. Ah ouais, tu t'es dit que ça allait refaire pareil ? Non, mais tu sais, en fait, le message qui... Oh, il raconte, c'est drôle. Voilà, j'ai eu une sorte de faux espoir parce qu'en fait, la séance débutait sur un écran noir et une voix off, la voix du tueur qui nous disait attention, chers spectateurs, il est important pour le film de ne rien dévoiler par la suite ou je sais pas, un truc comme ça. Et en fait, vraiment, au premier mot, je me suis dit waouh, c'est tellement méta, ils ont enfin trouvé le niveau supérieur. On est devant un écran noir et c'est la voix du tueur qui va nous raconter le film, mais c'est fou. T'avais tellement d'espoir, comme moi j'étais tellement gêné de ce message, je me suis dit, ils attendent que les gens crient les règles de Scream, personne n'a parlé et dit « Wrong !»
You must have not spoiler. Et en fait, voilà, c'était juste une voix un petit peu gênante, comme les attractions à Disneyland qui expliquent les règles, c'est-à-dire qu'il ne faut pas dévoiler ce qui se passe dans le film, etc. Ce qui a son utilité, bien sûr, mais c'est vrai que moi, je pensais que le film commençait à ce moment-là, et que c'était ça la scène d'intro, et qu'ils avaient trouvé un nouveau niveau de méta. Alors que moi, je me suis dit, c'est l'équivalent des Monsieur M&M's qui disent éteignez vos portables au début de séance. Ce qui, du coup, je pense, résume plutôt bien ce qui est devenu Scream, Voilà. quoi. Donc, sur ces notes philosophiques, je pense qu'on va arrêter la partie critique de la vidéo. Voilà. Sur l'idée que la meilleure scène du film, c'est le message d'alerte au départ. Voilà. Évidemment, dites-nous si ça vous arrive aussi au cinéma, parce que je me demandais s'ils allaient le laisser pour que les gens évitent les spoilers, mais voilà. Bon, comme d'habitude, on va dire aux gens d'aller voir le film. De toute façon, Bien sûr. c'est bien de voir les films médiocres pour Et voir moi, je qu'on vais peut le dire espérer des choses. sincèrement même. Je trouve que ça vaut sincèrement le coup d'aller le voir. Non, mais de toute façon, quand on aime Scream, évidemment qu'il n'y a aucun choix, on va y aller pour voir à quel point c'est un désastre, ou à quel point il y a des trucs un peu moins pires que dans le 4, donc c'est ça qui est intéressant. J'ai vraiment passé un bon moment. Allez-y, s'il vous plaît. Ceci est la fin de notre très longue vidéo sur Scream, le nouveau Scream qui s'appelle pas Scream 5, mais qui est le 5e Scream. On aurait pu encore en parler des heures, mais on prépare une autre vidéo où on va parler de toute la saga, parce que visiblement, on n'en peut vraiment jamais assez de parler de Scream, cette phrase n'était pas française. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous à Écran Large, insultez-nous, aimez-nous, dites-nous dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce nouveau Scream et de tous les précédents, parce que c'est un sujet sans fond et sans fin, et on en parlera jusqu'à la fin des temps. Salut!